Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission à l'aparté. Comme vous le savez, c'est cette émission qui vous permet de découvrir le vrai visage ou le côté caché de vos personnalités. Et dans cette émission, on va vous permettre de savoir qui est cette personne que vous voyez tous les jours, son quotidien, sa vie, son enfance. Et ce matin, on a un invité de marque qui n'est pas présenté. On va aller avec cette petite biographie que nous propose notre réalisation et puis on se retrouve juste après. Mamadi Senkunkaba, ambassadeur directeur du protocole d'État à la présidence de la République, parti très tôt en France en 1978 à l'âge de 7 ans, il a passé son enfance en France, vécu en Belgique, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il a fait des études de relations internationales et politiques. Il est rentré définitivement en Guinée en 2010 pour la campagne présidentielle. Depuis très longtemps, il occupe des postes de direction dans l'hôtellerie. Il est aujourd'hui une des figures autour du président Alpha Condé. Retour sur ce plateau de Joma TV. Bonjour, monsieur Mamadi Senkunkaba. Bonjour. Ou vous préférez MSK? Senkunkaba. Ce matin, on n'a pas de Sprite avec des glaçons à vous offrir comme vous avez l'habitude de le prendre quand vous quittez le boulot, que vous vous posez dans un réceptif hôtelier. Les matins, vous êtes plutôt café ou, comme on le dit chez nous, les malinqués, la fidi? Non, en fait, moi, les matins, c'est de l'eau. Tous les jours, du lundi au vendredi, je vais à la gym avant d'aller au bureau. C'est ça mon quotidien et je ne déjeune qu'après la gym. C'est-à-dire quand vous êtes au boulot? Non, avant d'arriver au bureau, je vais prendre mon petit déjeuner juste après le sport. C'est une routine depuis votre enfance ou non, vous l'avez adoptée? C'est pas une routine depuis mon enfance. C'est vrai que depuis petit, lorsque j'étais à l'école primaire, parce que j'ai fait mon école primaire en France, pour une bonne partie, on était dans un institut qui s'appelait Institut France-Afrique, où on faisait vraiment beaucoup de sport. Donc le sport est toujours resté en moi et puis là maintenant, bon, pour garder la ligne. Et parlant de votre enfance, on va remonter un peu le temps. Quel était le type d'enfant que vous étiez? Calme, bavard ou qui embêtait tout le monde? Ou qui avait son nom sur la liste des bavards tout le temps? En fait, dans la fratrie, il y a eu 5 filles avant ma naissance. D'accord. Auparavant, mes parents, ils souhaitaient un garçon, surtout avec notre culture. Donc très tôt, surtout chez nous, dans la culture malinké ou bien même dans d'autres groupes ethniques du pays, le garçon est appelé à être chef de famille. Donc très tôt, là-dessus, on m'a responsabilisé en me disant « un jour, tu seras le chef de famille ». Donc j'avais déjà cette posture et voilà. Mais je dirais pas que j'étais turbulent, mais j'étais un enfant plein d'énergie, j'étais énergétique. C'est-à-dire un enfant studieux aussi, oui, à la fois. Non, j'étais relativement studieux. Et je me rappelle encore, à l'âge de 10-11 ans, j'aimais bien, surtout en France où il y a beaucoup d'interactions avec l'administration pour le moindre besoin, il faut remplir des paperasses, il faut. Donc très tôt, j'aimais bien, lorsque j'étais avec ma mère, remplir les fiches administratives, même petit, elle me montrait, ou bien écrire des courriers à l'administration. D'accord. Bien qu'elle soit lettrée, elle le faisait, mais je recopiais studieusement pour pouvoir faire comme elle. Vous étiez combien d'enfants au total? Ah, on était nombreux, on était 10. Et vous étiez le sixième? Sixième, et donc le fils aîné. Mais comment vous avez pu gérer des grandes sœurs, être cinquième et gérer des grandes sœurs comme si vous étiez l'aîné? Non, en fait, lorsque vous dites gérer, c'était pas forcément gérer, parce que plus âgé que moi, bien sûr, mais je savais déjà qu'un jour, je serais appelé à remplacer le père et à devenir le chef de famille. Donc, ça ne voulait pas forcément dire que je le gérais, mais c'était en moi que de savoir que
Et puis voilà. Et restons toujours avec les souvenirs d'enfance, les liens avec la famille. Votre mère, est-ce qu'elle vit toujours? Ma mère vit toujours et j'ai une forte attache avec ma mère. Et je me rappelle que j'étais tellement attaché à ma mère, parce que je vous explique, au départ, en France, on était à l'internat. On a passé de nombreuses années dans des internats. Aux alentours de 1985, peut-être que beaucoup d'entre vous ici n'étaient pas nés. En 85, je suis revenu à Paris parce que on était dans des internats en province. En 85, ce que je faisais, parce que mon père voyageait beaucoup, il n'était pas forcément en France avec nous. Tous les jours, je prenais mon matelas de ma chambre, je le tirais pour l'amener dans la chambre de ma mère pour dormir là-bas. Je pense, c'est lorsque j'ai eu 16-17 ans qu'un jour ma mère m'a chassé en me menaçant en disant que je ne pourrais plus jamais dormir dans sa chambre. Et vous aviez des frères, à part les sœurs, vous aviez des frères également? Oui, bien sûr, plus jeunes que moi, mais moi j'ai une relation particulière avec ma mère, mais même maintenant je suis très attaché à ma mère. Donc disons, vous êtes le fils à maman au lieu d'être le fils à papa? Non, c'est pas... Ma mère était plus présente. Parce que mon père voyageait beaucoup. Ma mère était plus présente. Et moi, j'étais attaché à mes deux parents, mais avec ma mère, j'avais un lien particulier qui, jusque maintenant, existe. Et il faut que j'appelle ma mère au minimum 2 fois par jour. Jusqu'à là, elle vit en Guinée ou... Non, elle vit en Guinée, mais de temps en temps, avec l'âge et tout. Donc, ma mère a fait une bonne partie de son enfance en France. Elle a fait le collège, le lycée et autres là-bas. Bon, très souvent, elle y va pour des soins. Bon, j'ai aussi des frères et sœurs qui habitent un peu partout à travers le monde. Donc, à son âge aujourd'hui, elle est retraitée. Donc, elle fait la tournée de ses enfants où elle a l'occasion de rencontrer ses petits-enfants. Et donc, parlant de famille, vous êtes père, marié? Absolument. Et décrivez-moi un peu quel type de père vous êtes pour vos enfants. Pour vos enfants, j'ai un fils pour le moment. Je suis un père qui est plutôt attentionné. Je me rappelle, à la naissance de mon fils, c'était en 1994. Il est né en banlieue parisienne à Orsayville. C'est là-bas où se trouvait l'hôpital. J'ai assisté à l'accouchement. Et à l'époque, je m'étais dit que c'est quelque chose que je ne supporterais pas. Mais j'y étais, donc je l'ai vu sortir du ventre de sa mère. Et à l'époque, je me rappelle encore ce qui m'avait un peu choqué ou bien machin. J'ai vu qu'ils ont mis un tuyau, un tube dans son nez pour aspirer le liquide. Mais mon fils, je suis très proche de lui aujourd'hui, il a 26 ans, mais je me souviens, j'ai changé ses couches. Je m'en étais occupé et il n'y avait pas... Je n'ai pas grandi dans un milieu forcément où le père est détaché de certaines choses. Même maintenant, vous nous verriez aujourd'hui, on dirait presque mon meilleur ami, c'est mon fils qui a 26 ans aujourd'hui. C'est l'unique enfant que vous avez? Oui, c'est et vous êtes toujours avec sa mère ou... Non, en fait, sa mère est antillaise. C'était ma première épouse, malheureusement. Bon. Avec les aléas de la vie, on ne choisit pas toujours, on ne se marie pas pour divorcer, mais des choses arrivent et puis voilà. Et aujourd'hui, quelle est votre situation? Ma situation, je suis marié, heureusement marié d'ailleurs. Voilà. Avec une Guinéenne ou toujours une étrangère? Non, avec une Guinéenne, parce que vous savez, bien que n'ayant pas grandi ici, pour un départ, même sans vraiment connaître une certaine culture de chez moi, après l'on se rend compte que l'on a besoin d'être avec soi-même. Et après, il devient important au bout d'un moment de se retrouver avec une personne qui ait la même culture que vous. Mais on s'en rend pas compte tout de suite. Et cette entièse, c'était votre premier amour ou... Non, c'était pas mon premier amour. C'était mon premier amour, d'ailleurs, on a commencé à parler récemment, était une Française d'origine, une Juive, du nom de Nadine Génari. Elle devait avoir
13 ans, moi j'avais 16 ans. Donc c'était mon véritable premier amour. Et c'était le vrai amour, et après à la longue vous avez rencontré d'autres personnes que vous avez aimées vraiment? Oui, mais ça c'était, vous savez, les premiers amours sont des amours qui sont beaucoup plus, à mon avis, hein, qui sont beaucoup plus purs, où il n'y a pas de, de calcul. C'est pas les visées charnelles que vous avez en tête, c'est le bien-être, surtout lorsque vous êtes au collège, vous êtes au lycée. C'était pas des amours calculés, quoi. Mais c'est sûr que dans votre vie jusqu'à maintenant, vous avez une personne que vous gardez dans votre tête, peut-être une relation que vous gardez, un beau souvenir d'amour que vous gardez. Madame, vous voulez m'attirer des problèmes avec ma femme? Même nous, c'est ça qu'on veut savoir. On veut attirer des problèmes. Je ne vous répondrai pas. La personne, mon amour, celle que j'ai dans le cœur, dans la tête, c'est ma femme. Comme on dit en ce soir, Dameni. Et alors, parlez-nous un peu de la rencontre avec votre femme. Comment ça s'est passé? En fait, ma femme vivait en Angleterre, mais dans une autre ville que moi. On ne se connaissait pas, mais apparemment, on s'est croisés une fois. On s'est croisés, mais on connaît des gens en commun. Ce n'est qu'en 2010, on s'est mis en contact. Moi, j'étais rentré en Guinée et elle vivait au Canada. On a commencé à se parler au téléphone, de fil en aiguille, tous les jours. Après, c'était des heures et finalement, bon. Et après, on a décidé d'aller se retrouver au Maroc. On est parti au Maroc. Elle était avec son frère et puis des amis à son frère. On s'est rencontrés et notre rencontre a confirmé effectivement l'amour que nous avions développé l'un pour l'autre. Et c'est comme ça que, bon, finalement, après, bien sûr, on s'en contact. Moi, j'aimerais bien savoir, vous êtes plutôt mari romantique ou mari, disons, dictateur? Non, en fait, moi, le dictat, j'y crois pas. Là, vous pouvez même demander à ma femme. Parfois, je dis moi-même repasser mes affaires, je fais moi-même. Je n'ai pas d'exigence que ma femme fasse les... Non, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis un mari, plutôt, elle pourra le confirmer, plutôt cool. Où j'ai confiance en ma femme. Donc, quand elle doit sortir, elle sort. Quand elle doit voyager, elle voyage. Pas de... Et votre emploi du temps, votre travail n'affecte pas votre vie de famille? Bon, bien sûr qu'avec le travail que l'on a, il y a des contraintes. Il y a des contraintes. Mais je vous dirais que c'est quelque chose dont je ne peux me plaindre. Ça, il faut le dire. Dieu m'a donné la chance de travailler avec un homme que je trouve extraordinaire, le président de la République, parce que tous les jours je suis à son école, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir travailler avec un président de la République, de pouvoir voyager avec lui. Donc là-dessus, je ne peux pas me plaindre. Et pour quelqu'un qui a vécu presque toute sa vie en Occident, est-ce que vous avez eu du mal à vous réadapter à la vie guinéenne? Ça n'a pas été facile, ça c'est vrai. Parce que quoi qu'il y ait, vous avez beau être guinéen ou bien même d'un autre pays, si vous avez vécu longtemps hors de votre société originelle d'origine, il y a que vous allez prendre certaines choses des autres. Mais au départ, c'est pas facile, mais on s'y adapte. D'autres l'ont fait avant nous. Parce que bon, on n'est pas les premiers. Ils ont su s'en sortir, ils ont su s'adapter. C'est la même chose pour nous. Et depuis votre arrivée en Guinée, qu'est-ce qui vous a de plus attaché à ce pays? En fait, nous avons cette fibre en nous. Nous, les Guinéens, je ne sais pas d'où ça vient. Je vous cite en exemple, par exemple, mon fils, qui est né en France, qui n'est venu en Guinée la première fois qu'en 2014. 2014, donc il avait l'âge de 20 ans. C'est toujours considéré guinéen, même en vivant en dehors de la Guinée, sans avoir connu la Guinée, en 20 ans de vie. Donc, on a ça en nous. On a ça en nous, et pas que, qu'est-ce qu'il fait? C'est la terre de nos ancêtres. La Guinée, je ne sais pas. Il y a un cordon ombilical entre la Guinée et... Et ça a été une décision personnelle de venir en Guinée ou vous avez été sollicité pour venir travailler ici? En fait, à l'époque, le professeur Alpha Condé, qui
qui était encore, qui n'avait pas encore le pouvoir, en 2010, m'a appelé, m'a dit que bon, bientôt les présidentielles, faudra rentrer. Je n'ai pas réfléchi deux fois. Je croyais en lui, c'est pas d'aujourd'hui. Donc vos liens, c'était avant, oui, c'était depuis très longtemps en France. Oui, avant. On avait, ma mère était une membre active du RPG. Mon père était un sympathisant et puis aussi un ami du président de la République. Mais très tôt, j'ai cru en lui. Et encore un souvenir en parlant du RPG, je me rappelle lorsqu'il y a eu les élections présidentielles en 93, j'étais membre du bureau à Paris. Le jour où ils ont déclaré le général Lansana Conté vainqueur, on a été manifesté à l'ambassade. Donc c'est pour vous dire qu'on croyait en lui. Puis voilà, c'est pas d'aujourd'hui. Donc quand il vous a dit que bientôt les présidentielles... J'ai pas réfléchi deux fois. J'ai pas réfléchi deux fois. Je suis rentré, voilà. Et depuis là, vous comptez toujours rester en Guinée, même si après le pouvoir du professeur Alpha Condé, vous comptez toujours rester et si vous allez retourner en France? Non, madame, non, je n'étais pas en France, j'étais en Angleterre, mais non. En Europe, disons. Voilà, non, c'est mon pays. Pourquoi voulez-vous? C'est vrai que c'est pas forcément son choix lorsque l'on part, parce que moi je suis pas parti en tant qu'une personne qui va immigrer. Je suis parti petit. Aux études, c'est pas un choix. Maintenant que j'ai le choix, pourquoi partir? Je suis chez moi. À part être protocole, vous avez d'autres activités à côté? Non. Ou vous comptez en créer à la langue? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la vie après la fonction. C'est pas certainement que je ferai autre chose, bien sûr. Autre chose? Oui, c'est quoi autre chose? Je ne sais pas encore, mais j'ai mille et une idées qui se bousculent dans ma tête, mais on verra. En fait, je me dis que il y a une vie en dehors de la vie publique. Contrairement à d'autres, peut-être. Vous avez des gens, par exemple, qui, depuis leur sortir de l'université, n'ont travaillé que dans l'administration. Donc, c'est peut-être beaucoup d'entre eux ne pourront pas faire autre chose, ou bien ne savent pas faire autre chose que travailler dans l'administration. Mais nous autres, il y a d'autres choses qu'on peut faire, il y a plein de choses. Alors, votre vie, au-delà d'être la vie de travail, la vie d'homme politique, la vie de la maison, comment vous décrivez-vous? Non, je me décris comme quelqu'un de très simple, qui aspire à la tranquillité. J'aime pas avoir trop de monde autour de soi, ou bien vous voyez les faux semblants des gens qui, lorsqu'ils vous voient excellence, si ça, je trouve pas ça vrai. C'est pas vrai. Vous savez, lorsque vous êtes dans des positions comme les nôtres, aujourd'hui vous avez tout le monde autour de vous. Vous avez des gens de partout. Mais malheureusement, la société est faite de telle manière, c'est pas qu'en Guinée d'ailleurs, hein, que lorsque vous êtes au sommet ou bien vous êtes près du pouvoir, vous avez des gens autour de vous. Le jour où tout finit, tout disparaît. Donc vous avez l'impression que c'est un mirage. Donc faut pas se laisser éblouir par tout ça. Il faut juste garder les pieds sur terre, être simple. Mais dans tout ce que vous faites, est-ce que vous avez des amis? Ici, par exemple, des amis proches à vous, avec qui vous vous retrouvez pour prendre un verre et discuter? J'ai quelques amis qui sont pas forcément beaucoup, mais j'ai quelques amis. Bon, je vais taire les noms parce qu'on veut gêner, mais j'en ai très peu. Comme je disais, moi, mon meilleur ami, c'est mon fils. Voilà. Sinon, j'ai quelques amis, quelques bons amis, mais voilà. Les relations particulières, c'est pas... Voilà. Et donc, c'était Monsieur Mamadi Senkunkaba, ambassadeur et protocole à la présidence de la République. Et à présent, on va aller avec la rubrique J'avoue tout et puis on se retrouve juste après. Retour sur ce plateau de Joma TV. Monsieur Kaba, à vous l'honneur. Donc, je pioche une question ici. Oui. Jusqu'à 5. D'accord.
C'est quoi mon rêve le plus fou? Uh-huh. En fait, mon rêve le plus fou. C'est une bonne question, mais je ne sais plus. Vous savez, les rêves d'enfance, vous savez, déjà depuis petit, j'admirais tout ce qui était royauté, tout ce qui était pouvoir, je sais pas comment vous le décrire. On était dans un milieu, dans un cercle, disons presque de pouvoir. Pour vous dire, j'avais pour camarade de chambre Teodoro Obiangema, qui est vice-président de Guinée équatoriale aujourd'hui. L'école où on était, où il y avait pas mal d'enfants de l'élite africaine. Donc chacun parlait de pouvoir, parlait de président, parlait de ci, parlait de ça. Bon, et à l'époque, bon, il t'en parle, bon, tu t'imagines, tu essaies de t'imaginer ce que c'est. Mais aujourd'hui, grâce à ma fonction auprès du président Alpha Condé, j'ai eu la chance de voir certaines choses, de voir le roi d'Arabie Saoudite, de lui serrer la main, le prince Mohamed Ben Zayed, son fils. On a vu rencontrer des Hollande, des Trump, des Macron. Vous rencontrez Jacob Zuma, des Ramaphosa. Donc, je pense plus que j'ai... Un rêve. Non, je pense pas. C'est pas... vous savez, parfois, des gens peuvent vous dire, oui, je rêve d'avoir je rêve d'être propriétaire d'un avion, d'être propriétaire d'un château, de ci, de ça. Non, moi, c'est pas forcément des rêves qui soient matériels, quoi. D'accord. Non. Et on va aller avec la deuxième question. C'est 5 questions. D'accord. On va piocher. Oui. Avez-vous des perversions dignes d'être partagées? Mais madame, en tant qu'homme public, vous croyez vraiment que moi je vais me dévoiler pour me livrer? Mais je pense que je vous ai prévenu que ce sont des questions décalées. Non, bien sûr, ce sont des questions décalées. Madame, vos questions décalées, gardez-les pour vous, ça, je ne répondrai pas. Ok, on va avec la troisième question. Vous voulez m'attirer des problèmes avec ma femme? Si vous pourrez avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Ce serait de pouvoir lire dans les gens. Savoir ce qu'ils vous disent, si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que malheureusement, dans nos sociétés, surtout lorsque vous êtes proche du pouvoir, il y a beaucoup de mensonges, malheureusement. Il y a des gens qui parlent pour détruire, il y a des gens qui parlent pour nuire. Parfois, il est dur de savoir le vrai du faux. Bon, s'il y a quelque chose qu'on pouvait... C'était s'il y avait quelque chose comme un... Je ne sais pas quel est le terme, mais pour pouvoir mesurer le degré de vérité et de mensonge, ça aurait été la meilleure chose à avoir. Ça éviterait beaucoup d'erreurs. D'accord. Mais c'est pas fini, je pense que vous êtes à 3, il vous reste 2. Bon, comme vous n'avez pas répondu à une question, je pense qu'il vous reste 3. Il faut répondre à 5 questions. Vous voyez votre présentatrice là, elle veut m'attirer des problèmes avec ma femme. Ntondi, là, je vous le dis. D'accord, il n'y a pas de problème. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? La dernière chose qui m'a fait pleurer, oui. C'était au décès de mon ami, quelqu'un que je considérais vraiment comme un ami, Maury Dianet, qui est le petit frère du docteur Dianet. Ça n'a rien à voir avec la fonction de son père. Rien à voir. C'est quelqu'un qui était serviable, qui rendait service à tout le monde, mais vraiment rien à voir. Hein. C'est un ami de longue date. C'est un ami que j'ai connu lorsque je suis rentré en Guinée, mais quelqu'un de très proche, qui, bien avant même ma nomination, se souciait. Il me disait, ah, mon frère, je vais faire tel sacrifice pour toi, tel... Alors que moi, dans mon éducation, dans mon entendement, même maintenant, il y a des gens qui me disent, ah, faut faire tel sacrifice, ou bien quelqu'un qui m'a... Je t'ai écouté.
Moi, vos histoires de sacrifice, là, j'ai pas cassé un œuf pour être là où je suis. Ça veut pas dire que je suis au sommet, hein, mais c'est une façon de parler. Moi, tout ce qui est... Je suis pas trop dans ça. Tout ce qui est... Mais, lui, c'est quelqu'un qui était sincère, donc, et malheureusement, il est décédé au moment du Covid. C'était vraiment un ami, quelqu'un de sincère qui avait le cœur pur. Et son décès m'a profondément touché. Ça m'a profondément touché parce qu'il est rare de voir des êtres humains aussi purs. Voilà. Lui, ça m'a touché. Dernière question? Non, avant-dernière question. Vous n'avez pas respecté les règles, vous n'avez pas répondu à une question. Quelle était votre matière préférée? C'était les mathématiques. Les mathématiques, la mathématique était ma matière préférée. Mais arrivé après, j'étais en classe de 5e dans un collège qui s'appelle Eugène Delacroix. J'ai eu une prof de maths que j'aimais pas du tout, pour une raison ou pour une autre. Et après, bon, ça fait que j'aimais un peu moins, mais c'était vraiment ma matière préférée de l'école primaire jusqu'à... C'était ma matière préférée. Voilà. Et nous sommes presque à la fin de cette émission. On a fini de piocher les questions, même s'il y en a que vous n'avez pas répondu, mais on va remettre ça une autre fois. Est-ce que côté gastronomie, par exemple, vous êtes plutôt plat africain ou plat européen? Là encore, j'ai des goûts qui surprennent en matière culinaire. Moi, je peux et je me nourris de hamburger, cheeseburger, pizza. J'ai grandi dans ça. Et là-dessus, j'ai pas, parce que normalement, c'est des choses que vous mangez dans l'enfance et tout, mais jusque maintenant, moi, vous me demandez quel est mon plat préféré, je vous dirais, je n'en ai pas. Moi, vous me donnez un hamburger, un cheeseburger, des frites, un coca, je suis content. Alors, avant de fermer cette émission, avant de terminer cette émission, j'aimerais vous poser une toute dernière question. Durant tout ce que vous avez eu à parcourir avec le président, quel est votre plus grand souvenir jusque maintenant? Dans ce qu'on a parcouru, c'est les Umrah qu'on a fait. Chaque fois qu'on a été à la Mecque avec le président, c'est toujours particulier. Vous avez le côté divin, où il y a Dieu qui est au centre de tout lorsqu'on va à la Mecque, et on a le privilège d'accomplir son devoir dans des conditions optimum, qui ne sont pas données à tout le monde. Et c'est là encore où, en tant que croyant, on remercie encore plus le bon Dieu de pouvoir même le vénérer, mais dans des conditions optimum. Mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde, quoi. Et ça, comme si ce n'est pas donné à tout le monde d'être avec un président de la République, est-ce que vous avez des anecdotes avec le président, des moments que vous avez passés, des fois quand vous étiez assis, vous pensez à ça et vous rigolez? Oui, très souvent, c'est que le président n'est pas protocolaire. C'est quelqu'un de simple qui se sent à l'étroit dans le carcan du protocole. Parce que c'est quelqu'un qui est libre, qui aime être au contact avec les gens, qui aime la proximité. Et parfois, le protocole ne le permet pas. Et il y a une histoire marrante. Non. Très souvent, il y a des moments où il dit que les protocoles sont des dictateurs et que voilà, quoi. Non, mais voilà. Ce que je voulais savoir, est-ce que c'est une fois arrivé que vous voyagez ou que vous vous retrouvez dans une situation où vraiment que ce soit tendu à tel point que vous éclatez de rire? On aimerait bien savoir un peu parce que c'est pas, on n'a pas l'occasion d'être en face d'une personne qui côtoie quand même un président de la République. S'il y a des histoires marrantes à nous raconter. Non,
Bon, non, vous savez ce qui est amusant parfois, c'est de voir ces hommes d'État. Non, très sérieux, très. Il faut voir, par exemple, la proximité que le président a avec le président Sassou. Allez voir, ils se connaissent depuis très longtemps. Allez voir, vous avez l'impression que c'est presque deux grands gamins. Là, ce ne sont plus des présidents que vous avez en face de vous, c'est deux amis. Vous les voyez rire, vous les voyez raconter, ils marchent bras dessous, mais quand vous n'êtes pas dans leur intimité, vous ne pouvez pas voir ça. Et finalement, si les gens pouvaient se rendre compte de ça, ils se diraient finalement, bon, c'est vrai que c'est des chefs, mais c'est des êtres humains comme nous, quoi, qui ont leurs émotions, vous les voyez rire aux éclats, bon, il n'y a pas que ça, vous les voyez avec le président Déby, que le président appelle le commandant en chef des forces armées africaines, parce que bon, le Tchad a une armée relativement puissante, il le voit, vous voyez le président se mettre au garde à vous comme ça. C'est des choses comme ça qui vous montrent que, malgré tout, c'est des êtres humains comme nous, qui ont une certaine humilité, qui ont des émotions, qui ont des moments de tristesse, certes, mais ils ont des moments de joie. À eux également. Voilà, et voilà. On aimerait bien continuer l'émission avec vous, mais le temps est arrivé. On est donc à la fin de cette émission. Ça a été un très grand plaisir de partager ce plateau avec vous et surtout d'avoir pris votre temps pour répondre à toutes nos questions vraiment décalées, en espérant vous retrouver très prochainement et dans de très bonnes conditions. Je vous remercie, madame, et c'est moi qui suis content d'avoir été reçu par vous, mais surtout que le temps soit arrivé parce que vous posez des questions qui sont tellement embarrassantes que le temps m'a débarrassé de vous. Merci, madame. Alors, toute l'équipe technique a réalisé cette émission. Merci à vous également pour votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt dans un prochain numéro avec un autre invité et des questions décalées.